Merci à toutes et tous d'être là pour cette deuxième partie donc, de journée sur la question du travail organisée par l'Institut La Boétie. Donc moi, je m'appelle Marion Beauvalet, je suis doctorante à Paris-Dauphine, je suis en 4e année de thèse. Et je suis aussi par ailleurs militante à la France Insoumise et c'est la première fois que je présente mon travail de recherche dans un cadre en fait, qui n'est pas un cadre purement académique. Donc je suis contente d'être là parce que je pense que notamment lors des échanges que l'on aura après, qui seront peut-être nourris par vos expériences professionnelles, je sais pas, des discussions que vous pouvez avoir avec des gens que vous pouvez connaître, je pense que ça nourrit un dialogue qui est intéressant et qui est essentiel quand on est dans la recherche et aussi qui est quand on est militant politique. Donc ça m'intéresse vraiment à double titre et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse d'être là. Je vous donnerai mon mail à la fin si vous avez des questions, si vous voulez des éléments de bibliographie. Je ne l'ai pas mis en fin de slide, mais je pourrais vous transmettre en fait les éléments qui m'ont permis de faire cette formation. Il y a des références que je vous citerai très clairement parce qu'elles sont assez centrales. Il y a des sources aussi qui sont des sources qui m'intéressent dans ma thèse, peut-être un peu plus secondaires. Voilà, si vous voulez des éléments pour prolonger, que ce soit des ressources académiques, de la presse aussi, Le Monde Diplo, etc., je pourrais vous envoyer des choses si ça vous intéresse. Avant donc, de présenter rapidement, d'en venir à la formation, je vais présenter rapidement sur ce sur quoi portent mes travaux. Donc moi, en fait, je travaille sur la question de la mesure du temps de travail des cadres. J'ai un peu plusieurs métiers en fait, qui m'intéressent particulièrement. Globalement, en fait, les consultants, les gens qui travaillent dans le secteur de la publicité, les gens en fait, qu'on va considérer comme occupant des métiers créatifs dans le secteur privé, sont des gens qui ont pour point commun en fait, d'être diplômés, d'être passés par certaines écoles, souvent des écoles de commerce, qui sont parfois en fait, des gens qui, je pense, à gauche, je suis aussi syndiquée dans les syndicats, on ne regarde pas forcément vers eux spontanément quand on pense au salariat aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on discute avec eux, quand on voit, quand on s'intéresse précisément à leurs conditions de travail, ils ont des choses à nous dire. Il y a des choses passionnantes quand on les étudie en tant que chercheur et aussi d'un point de vue, voilà, avec une casquette de militant politique ou syndical, ce sont des gens à qui on doit tout à fait s'adresser. Alors, je ne sais pas les métiers que vous faites, mais voilà, tout à l'heure, il y a un camarade, je ne crois pas qu'il soit dans la salle, ah si, il est dans la salle, qui me disait que le titre de la formation faisait écho à son travail. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout un dialogue à nouer entre nous. Donc, voilà. Alors, pour en venir à l'introduction, donc l'objectif de l'atelier, ça va être de vous présenter les transformations du travail des cadres et plus largement du salariat donc, qualifié à travers un angle donc, qui est celui des personnes que je vous ai présentées. Par exemple, quand on parle des cadres, il y a aussi des cadres dans la fonction publique. Moi, je m'intéresse vraiment aux cadres du secteur privé. Et en regardant du coup du côté de ces emplois, regardez ce que ça révèle des mutations contemporaines du travail. Alors, si on regarde du côté français, on voit, je vous montrerai des graphiques après, qu'on a une forte augmentation du nombre de cadres. Leur part dans la population active en France a triplé en 40 ans. De l'autre côté, ce sont des choses qu'on entend très souvent dans les médias. On a, même si par exemple ce matin la présentation de David Gaborio conduit un peu à nuancer, prendre du recul sur ses discours, mais en fait on a une baisse du nombre d'ouvriers et d'agriculteurs. Pour ce qui est de la France, en fait, on a une division internationale du travail qui fait que l'économie française est de plus en plus tournée vers une économie de services. Ça ne veut pas dire que de manière absolue, il n'y a plus d'ouvriers. Il y en a encore en France et par ailleurs, leur nombre a plutôt tendance à augmenter à l'échelle de la planète. Toutefois, donc pour ce qui nous intéresse, donc ce qui est donc des cadres en France, leur nombre a plutôt tendance à augmenter et augmenter assez fortement. On va le voir pendant la formation, souvent il va avec les cadres une certaine représentation du monde du travail, même une idéologie, on peut aller jusque-là. Et en fait, quand on regarde derrière vraiment les conditions de travail, on voit qu'en fait les conditions d'emploi de travail des cadres ont tendance à se dégrader. Donc moi j'utilise le mot de prolétarisation, il y a aussi des chercheurs qui utilisent ce mot-là. Et donc le but c'est de montrer donc, les mutations récentes du travail pour ce qui est des cadres et qui sont marquées par un processus de prolétarisation. Donc, par processus de prolétarisation, il faut comprendre une dynamique d'intensification et de rationalisation des tâches, d'individualisation du travail et l'instauration de nouveaux modes de contrôle. Alors, ce sont des dynamiques qui concernent une partie large du salariat, pas uniquement les cadres. Il ne s'agit pas de les exclure ou d'en faire une catégorie totalement à part du salariat dans l'ensemble.
On l'a vu aussi ce matin avec l'introduction de Maud Simonet, sont aussi des choses qui vont concerner des parties de la population qui ne sont pas forcément en emploi. Et donc, ça permet de comprendre dans l'ensemble les mutations du travail. Alors, quelques slides. Donc là, c'est juste, voilà, quand on parle des cadres, donc ce sont des données de l'APEC plutôt récentes en 2016 qui montrent un peu dans quel type de secteur se situent les cadres, donc banque, assurance, construction, commerce, etc. Donc à manier avec des pincettes parce que c'est pas forcément pertinent d'isoler totalement les personnes en emploi, donc par exemple en France, de ce qui se passe du reste du monde. Mais donc ce qu'on voit, c'est que la part de cadres dans la structure d'emploi française augmente progressivement. Donc aujourd'hui, on a 20,4% de personnes qui ont ce statut en France, là où par exemple, les ouvriers ont tendance à diminuer. Après, voilà, on parle de diminution, mais on est quand même sur des gens qui occupent chacun globalement 20% en fait de l'emploi global. Donc, on est sur des gens qui sont quand même assez équivalents, ce qui invite aussi à nuancer les discours à la fois qui disent qu'en France, il n'y a plus d'ouvriers, ou des discours qu'on peut aussi trouver dans la sphère politique qui diraient que finalement, tout le monde devient un peu cadre, etc. Bon, voilà, donc ça, c'était... Donc, elle redouble un peu la slide précédente, mais pour montrer, voilà, qu'on est vraiment sur la seule catégorie qui augmente continuellement au fur et à mesure du temps. On va aussi essayer de comprendre, à travers la formation, pourquoi est-ce que finalement ce statut se massifie. Et alors, vu qu'on est dans un moment aussi, donc l'enjeu, c'est de faire une formation académique, mais pas uniquement. Si on regarde les données, la segmentation du vote de la France Insoumise, j'ai pris les données de 2022, parce qu'il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui donnait ces données, donc c'était assez facile à étudier. En fait, ce qu'on voit, c'est que les cadres et professions intellectuelles, en 2022, il y en a en fait pour 21% qui votent pour la France Insoumise, et en fait, c'est la catégorie qui augmente le plus entre 2017 et 2022. Donc, ce qui est intéressant, donc l'étude de la Fondation Jean Jaurès dit finalement que la France Insoumise, c'est l'organisation, enfin, Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat qui avait l'électorat le plus interclasse, en fait, de tous les candidats. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on regarde les discours autour des cadres, parfois on se dit peut-être, voilà, ce sont des gens qui... quand on parle du travail, etc., ce ne sont pas les gens auxquels on va penser forcément le plus spontanément comme proches de nous. Je pense que grossièrement, si je vous avais demandé pour qui votent les cadres, vous auriez été plein à lever la main peut-être pour dire Macron, globalement. Ce qui n'est pas forcément faux, mais il y en a aussi pas mal qui votent pour nous. Et on peut imaginer que ces cadres sont par exemple des gens qui, entre 2017 et 2022, ne sont pas les seuls, se sont détournés du Parti socialiste pour venir sur une option plus radicale, ce qui est quelque chose d'assez intéressant politiquement et sur lequel il est possible de travailler. Quand on réfléchit à des propositions de rupture, par exemple sur les questions de travail. De l'autre côté, donc voilà, petite note, on voit que de l'autre côté, on recule par exemple sur les professions intermédiaires. Alors, pour un peu problématiser la présentation, une fois ces grandes données présentées, qui nous permettent un peu de situer, en fait, de qui on parle, en tout cas, comment ils se situent dans la population française, de montrer qu'il ne faut pas forcément les couper aussi de dynamiques plus mondiales autour de l'organisation du travail. On va se demander dans quelle mesure la prolétarisation du statut de cadre illustre-t-elle les paradoxes du capitalisme contemporain à travers à la fois l'organisation du travail et d'autre part, l'idéologie qui sous-tend l'organisation du travail. Alors, on va essayer de répondre à plusieurs petites questions. Donc, qui sont les cadres? On a déjà commencé à le montrer. Quelles sont leurs conditions de travail? Essayer de voir aussi peut-être les points communs, les différences avec le reste des travailleurs. S'interroger sur des notions, par exemple, de déqualification et aussi réfléchir, et je pense que ce sera un des éléments intéressants de l'échange qu'on pourra avoir sur les perspectives politiques que tout cela nous ouvre. Donc, je vous ai montré le plan. Donc, globalement, cette présentation, elle va s'appuyer à la fois sur mes données de thèse, donc globalement des entretiens avec une 50aine de personnes, des études de mobilisation que je vais brièvement évoquer, notamment donc, la construction syndicale dans le cabinet de conseil EY, où il y a une intersyndicale où la CGT est particulièrement impliquée, et une mobilisation plus récente qui est menée à Amazon, qui est notamment menée par la CGT autour de la question du télétravail, pour voir aussi un peu quels sont les points de conflictualisation du travail.
Et au niveau des sources principales, donc notamment ce livre dont je vous recommande la lecture, La situation de la classe laborieuse en France, chez Delga d'Antoine Vatan, donc qui est un économiste qui donne pas mal de données quantitatives. Les écrits d'Eric Olin Wright, qui était un sociologue marxiste sur les questions de composition de classe, et le livre Travail et capitalisme monopoliste, je ne l'ai pas pris, il est un peu épais, de Harry Braverman, qui a récemment été réédité, qui est facile à trouver aux éditions sociales. Donc ce sont un peu les gros livres, entre guillemets, qui m'ont permis de préparer cette formation. Alors, pour commencer, quand on s'intéresse au cadre donc, en France et en le réencastrant dans la dynamique globale du capitalisme, en fait, il est important d'en passer par ce que c'est que le capitalisme financiarisé. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes assidu des formations à l'Institut La Boétie. C'est notamment Marlène Banquier, qui est sociologue, qui est dans la chaire de sociologie, donc qui est déjà intervenue. Une grande partie de ses travaux portent sur la question de la financiarisation et du capitalisme financiarisé. Alors, pour vous donner une première définition, je reprends celle de l'économiste Michel Aglietta, qui explique qu'aujourd'hui, tout est devenu potentiellement producteur de rente, de surprofit, que tout a été financiarisé en quelque sorte, que faire de l'argent avec de l'argent est devenu la logique dominante par affaiblissement des institutions régulatrices du régime de croissance de l'après-guerre. Alors, cette définition qui est assez générale, on verra après ce qu'elle a à voir avec nos cadres. Donc, la financiarisation, elle transforme le secteur du travail. C'est une notion qui va donner lieu à des débats. Elle fait débat chez les chercheurs, chez les économistes, mais elle émane notamment d'auteurs keynésiens ou néo-marxistes. Et il y a des choses intéressantes à étudier dedans. En tout cas, à mon sens, ça permet de comprendre, en fait, de donner l'espèce de clé très macro de pourquoi est-ce qu'il y a une prolétarisation du travail, y compris quand on regarde chez les cadres. Donc, la financiarisation, en fait, ça va être l'institutionnalisation de logiques financières véhiculées et entretenues par des acteurs internes au monde de la finance. Alors, on a une idée qui notamment a été très travaillée par donc, Cédric Durand, qu'on a aussi entendu à l'Institut La Boétie, ou par exemple le géographe David Harvey, l'idée qu'en fait les acteurs financiers occupent une place de plus en plus importante dans les entreprises du fait d'une détention de plus en plus importante du capital. David Harvey, il estime que ce moment, il émerge à partir des années 1970 et qu'il n'a de cesse de s'intensifier au fur et à mesure de l'histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, ce que ces auteurs expliquent, c'est que les financiers, finalement, vont avoir un poids assez important dans des parts de plus en plus importantes de l'activité productive. Alors ça nous intéresse parce que donc, je vais citer l'analyse de Michel Husson qui est parue dans Contretemps. Pareil, c'est une référence que je pourrais vous donner. Donc lui, il nous explique qu'en fait, en commentant un auteur, il y a une distinction entre le capital comme propriété et le capital comme fonction, ce qui entraîne la constitution des actionnaires et des managers en groupes distincts. Donc en fait, on a une polarisation entre différents acteurs dans la sphère du travail, avec un poids croissant des actionnaires qui va en fait leur conduire. Les actionnaires, ils ne sont pas là dans l'activité productive, ils viennent pas à 9h30 le matin travailler, mais eux, leur intérêt, ça va être de maximiser leurs profits à court terme en mettant de l'argent dans les entreprises, au détriment notamment de plans de croissance à moyen terme. Eux, leur but, c'est d'accumuler du capital et que cela arrive en fait le plus rapidement possible. Ce qui fait que ça va s'entrechoquer assez directement en fait avec notamment l'activité de certaines personnes qui vont travailler dans des entreprises, aussi par exemple dans des associations, etc., parce que la financiarisation a plutôt tendance à se diffuser partout. Voilà. Donc en fait, on va avoir une polarisation au sein des entreprises avec un investissement à court terme qui devient la norme, une valeur des actifs qui va augmenter par l'intermédiaire de la spéculation, avec une volatilité du capital financier qui est de plus en plus forte. Donc, ce qui fait que l'actionnaire, lui, en fait, il va aller mettre son argent pour obtenir un retour en fait, sur investissement le plus rapide possible, en étant assez indifférent, finalement, à où il met son argent. Ce n'est pas vraiment ça qui l'intéresse en premier lieu. Ce que les chercheurs montrent, notamment en sociologie, c'est qu'en fait, tous les secteurs sont concernés aujourd'hui par la financiarisation de l'économie, que ce soit la grande distribution,
le sport, y compris la ville, l'urbanisme, la culture, le secteur du ménage, les politiques publiques ou encore la santé. Globalement, il n'y a aucun pan de nos sociétés qui y échappe. Cette financiarisation, donc, elle excède en fait le pur domaine financier, puisque justement, elle va jusqu'à la santé, etc. Elle crée de la finance là où il n'y en a pas a priori. Et en cela, elle transforme profondément l'économie contemporaine. Par exemple, pour reciter Marlène Banquier, elle va montrer qu'on a une financiarisation de la vie quotidienne. C'est ce qu'on va voir, par exemple, aux États-Unis, avec toutes les logiques d'endettement de bulles autour, par exemple, des prêts pour accéder à des études supérieures, ce qui sont des choses qui, hélas, nous guettent de plus en plus en France. Cette financiarisation, donc là, je vous ai décrit très rapidement ce que c'est. Elle a une incidence donc, dans l'organisation du travail, dans la vie interne des entreprises. Ce n'est pas uniquement un phénomène macro. En fait, il faut que pour que l'actionnaire puisse récupérer son argent, en fait, il va aussi parfois avoir un avis sur comment il faut que le travail soit organisé, ce qu'il faudrait faire ou moins faire différemment. Donc ça va avoir une incidence sur l'organisation interne du travail. Notamment, donc ça, typiquement, c'est ce qui m'intéresse dans ma thèse, l'utilisation d'outils de gestion pour rationaliser le travail, l'organiser. Souvent, ils ont à voir avec la financiarisation de l'économie. Alors, typiquement, pour ce qui est des outils de gestion, ça peut aussi engendrer en fait, des tensions parce que parfois, ils vont peut-être avoir des effets inattendus sur le travail, sur son organisation. Ils vont avoir des effets qui ne sont pas ceux qui sont attendus. Et ils vont avoir, c'est là où ça nous intéresse par rapport au cadre, en fait, ils vont peut-être avoir aussi des effets assez négatifs sur le travail, la manière dont les gens vivent leur travail. Typiquement, moi, c'est ce que je vois dans ma thèse. Donc, je travaille sur les feuilles de temps ou les timesheets. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais donc, c'est un truc où, je vais essayer de le résumer simplement. Donc, les gens vont indiquer combien de temps ils travaillent à peu près par semaine. Il y a plein de choses à intégrer. Il faut que ça corresponde à ce qui a été budgété, etc. Et en fait, moi, j'ai des gens qui m'expliquent dans les entretiens de thèse, donc a priori, il s'agit de remplir un planning qui va être validé, etc., que lorsque dans leur entreprise, on va regarder, par exemple, leurs supérieurs vont trop s'intéresser à ce qui est rentré dans les feuilles de temps, ils vont changer leur manière de travailler pour que, en fait, la manière dont ils travaillent puisse se conformer aux attendus de la feuille de temps et donc, en fait, de l'organisation du travail qui est charriée par la feuille de temps. Et c'est bête, mais par exemple, ce sont des gens qui vont dire moi, pour faire mon travail, par exemple, j'aimais beaucoup lire des choses, ça me donnait de l'inspiration, mais par exemple, lire un livre, ça rentre pas dans la feuille de temps. Pourtant, c'est ce qui me permet de bien faire mon travail et c'est ce qui fait que j'aime bien faire mon travail aussi. Mais j'ai arrêté de le faire et maintenant, je vais regarder des trucs sur Internet rapidement pour être plus productif. Sauf que typiquement, quand on parle de choses comme le sens au travail, le bonheur au travail, etc., là, les gens, quand ils me racontent ça, ils me disent moi, je suis un peu moins content, j'aime un peu moins mon travail depuis qu'on m'empêche de faire ça. Donc là, on arrive à peu près à des premiers éléments, donc typiquement par l'intermédiaire des outils de gestion, de ce que fait le capitalisme financiarisé au travail. On va se doter d'outils pour rationaliser l'activité. Moi, j'ai aussi des gens, par exemple, dans mes entretiens, des gens qui commercialisent ces outils, qui me disent en fait, des profils trop créatifs, artistes, qui travaillent en entreprise, il faut les responsabiliser. Faut qu'ils aient plus de culture financière, faut qu'ils se rendent compte de ce qui coûte, etc. Et on ne peut pas passer des jours et des jours à chercher des idées. Il faut aussi s'en tenir un peu à des coûts, donc c'est normal. Donc en fait, c'est quelque chose qui est totalement assumé dans la conception de l'outil de gestion. Il y a des gens qui vont le promouvoir différemment, le vendre différemment. Ça n'illustre pas toutes les situations d'utilisation des feuilles de temps. Mais d'un côté, on va avoir des gens qui vont commercialiser, qui vont dire ce truc très individualisant de faut responsabiliser, discipliner certains profils. Et de l'autre côté, en fait, ça marche, quoi. Les gens disent, moi, pour me conformer à l'outil de gestion, j'arrête de travailler comme j'aime travailler, en fait. Donc là, typiquement, si on reprend le concept de prolétarisation, on a un peu un premier élément de ce que c'est en acte pour les gens dans la sphère du travail. Ce qui est intéressant aussi, si on regarde le statut de cadre, il y a énormément de travaux dessus. Si vous voulez lire des choses en histoire, en sociologie, sur ce que sont les cadres, il y a vraiment une quantité impressionnante de livres depuis les années 70-80. On va regarder aussi donc, la dynamique socio-historique de constitution du statut pour voir aussi en quoi c'est une construction politique, ce statut. En fait, quand on regarde la littérature sur les cadres, ce qui est
assez amusant, entre guillemets, c'est qu'en fait, depuis les années 80, dès qu'il y a des livres qui sortent sur les cadres, on nous dit le statut, il est en crise, ça va pas. Et en fait, tous les 10 ans, il y a un gros bouquin qui sort sur les cadres qui dit là, c'est vraiment la crise. Bon, du coup, moi, dans ma tête, je dis bon, là, c'est vraiment la crise aussi. Donc, tout le monde, en fait, en rajoute une couche à chaque fois. En fait, ce qui doit nous conduire à interroger aussi la pertinence, l'adéquation du statut. Et donc, l'ouvrage un peu fondateur premier sur la question des cadres, c'est celui de Boltanski, qui est sorti en 82. Si on reprend un peu, donc là je vais vraiment m'appuyer sur ce qu'il a écrit, je n'invente rien sur donc, la dynamique de constitution du statut. En fait, il montre que c'est un statut qui émerge, pas en tant que statut, pas de manière... en fait, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de texte autour, mais la notion en tant que telle, elle émerge dans le contexte des grèves de 1936. Avant, on ne parle pas de cadre. Et en fait, lui, il l'analyse comme une réponse conservatrice à la montée du mouvement ouvrier. En gros, à un moment où on a des grandes grèves, où il s'est passé un certain nombre de choses en URSS, etc., où on a des gens qui sont de plus en plus syndiqués, où on a des revendications sociales qui émergent, où on a des syndicats aussi qui se renforcent en fait autour, le fait d'extraire une petite catégorie de salariés des entreprises, de leur donner un statut un peu différent, de les considérer autrement, c'est une manière, en fait, de rétablir un ordre social qu'on vit comme menacé quand on est du côté du patronat, des défenseurs de l'ordre dominant au milieu des années 30, en mettant en avant des salariés qu'on va voir comme plus stables et plus loyaux. En gros, pas ceux qui vont aller se syndiquer, avoir des revendications, pas ceux qui voudront faire la révolution. C'est le catholicisme social, en fait, qui porte l'idée de mettre en avant cette classe intermédiaire, si bien que si vous regardez des choses sur l'histoire des cadres, il y a pas mal de sources en fait qui vont être du côté de la CFDT, de la CFTC aussi. Donc c'est des choses qui se voient aussi quand on regarde aussi qui sont les producteurs d'informations sur cette catégorie-là. Donc le but, c'est de garantir une forme de paix sociale, donc en gros d'éviter les tentations révolutionnaires du salariat. C'est une dynamique qui se poursuit sous Vichy, qui, encore une fois, va rechercher à renforcer donc, ce qu'on appelle les classes moyennes contre le prolétariat. Encore une fois, on ne veut pas de la révolution. Et la figure qui va un peu émerger de tout ça, c'est la figure en fait, de l'ingénieur. Au moment des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale, il y a déjà un peu des écoles de commerce, HEC existent déjà, mais en fait, il y en a beaucoup moins que maintenant. Donc, en fait, la figure un peu archétypale du cadre, c'est la figure de l'ingénieur. C'est une dynamique qui va se poursuivre après la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, on a cette petite catégorie-là qui est un peu extraite du reste du salariat, mais de manière assez peu formalisée. On a des premiers textes, en fait, qui sont votés à partir de 1947, qui vont commencer à élaborer vraiment ce que c'est qu'un cadre, à vraiment les extraire du reste du salariat, mais c'est quelque chose qui se fait sur un temps long. Et par exemple, là, je voyais, pour préparer la formation, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, je voyais, c'est un document de la CFDT, il y a des débats. En fait, la CGT, au départ, n'a pas envie de séparer un morceau des salariés du reste du salariat, si bien que quand il s'agit en fait de faire plusieurs conventions collectives, etc., par exemple, la CGT est plutôt contre, en disant, en fait, non, il faut garder les salariés entre eux, il ne faut pas les diviser. Donc, en fait, ils s'opposent à ce truc qui existe depuis déjà une dizaine d'années, qui consiste à extraire une partie des salariés pour éviter, globalement, empêcher des potentiels révolutionnaires d'advenir. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit après la Seconde Guerre mondiale. On a des premières organisations donc, catégorielles, ce qui fait que, par exemple, le syndicalisme des cadres se distingue aussi historiquement des autres syndicats. On a une première organisation qui est l'USIF, c'est l'Union des syndicats d'ingénieurs français, ou une autre, c'est la Fédération française des syndicats d'ingénieurs et de cadres, qui est créée en 1944, qui vont construire un syndicalisme spécifique, donc on appelle catégoriel, à distance du modèle contestataire. En gros, ils ne sont pas dans la CGT, ils sont dans des organisations qui vont vouloir défendre les intérêts qui sont ceux des cadres, pensés comme une catégorie avec des intérêts spécifiques, qui ne sont ni ceux du patronat, ni ceux qui vont être du salariat au sens plus large, qu'on va retrouver par exemple du côté de la CGT. Ils vont produire leur propre revue et se doter aussi d'une sorte d'éthique professionnelle. En fait, eux-mêmes vont se constituer comme des gens qui disposent, par exemple, d'une compétence technique, qu'ils peuvent valoriser, ils vont être porteurs d'une doctrine professionnelle, le tout, en fait, permettant, donc c'est Boltanski qui analyse ça, toujours de se distinguer
du reste du salariat. Donc c'est quelque chose qui se fait sur à peu près une petite vingtaine d'années. Au départ, donc on a en fait des dirigeants patronaux économiques qui veulent éviter la révolution, qui font émerger des gens. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils vont commencer à s'organiser eux-mêmes. Ça fait débat parmi les syndicats. Mais donc on a un groupe qui se constitue au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous emmène en fait dans les années 1950-1960, où là on a quelque chose d'idéologique qui se joue, dans le sens où en fait les cadres vont incarner une forme de modernité. Dans les revues, en fait, on va par exemple dans la presse grand public, que ce soit Paris Match, l'Express, plein de titres. En fait, on va mettre en avant les cadres comme des gens qui sont porteurs d'un mode de vie spécifique, qui peuvent accéder à un certain niveau de consommation, qu'on va représenter dans les médias, qui sont porteurs aussi d'une forme d'américanisation de la société, ce qui fait qu'en fait, tout ça à la fois diffuse une idéologie, diffuse un mode de vie qu'on va présenter comme aspirationnel. Et en fait, en même temps, ce qui est drôle, c'est que les cadres ne peuvent pas forcément eux-mêmes accéder à ce mode de vie. En gros, les trucs qui vont être présentés dans Paris Match, les meubles, ils vont être quand même trop chers pour les cadres. Donc ce qui est super, c'est que là, on invente en retour le crédit à la consommation pour permettre aux gens d'accéder aux meubles si aspirationnels qu'un bon cadre devrait avoir. Donc en fait, il y a tout un mode de vie, une action idéologique qui se joue en même temps à mesure que le groupe se constitue. Ce qui fait qu'on arrive sur cette période à une sorte de moment qu'on peut qualifier d'institutionnalisation de la catégorie de cadres. Ce qui fait que, en faisant aussi de cette catégorie quelque chose d'assez aspirationnel, en fait, il y a une espèce de truc un peu méritocratique, entre guillemets. En fait, les gens qui deviennent cadres, c'est les gens qui ont réussi à progresser dans l'entreprise. L'idée que tout le monde devrait souhaiter être cadre, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on va avoir des caractéristiques d'emploi un peu spécifiques chez les cadres. Par exemple, donc, c'est un sociologue, donc, Thomas, qui nous explique dans un écrit des débuts des années 2010 qu'on a des caractéristiques chez les cadres qui sont un attachement fort à l'autonomie, une adhésion à la mesure du temps de travail, une mise en tension entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est typiquement des tensions qui s'accroissent au fur et à mesure du temps. Des temporalités qui sont déséquilibrées. Ça, pareil, sont des choses en fait, qui deviennent entre guillemets, de pire en pire à mesure que le temps avance. Notamment, par exemple, pour le coup, du fait de la possibilité d'avoir son ordinateur de travail chez soi. C'est pas la même chose que quand on avait un poste sur son lieu de travail. Les cadres, aussi en point commun, c'est des gens qui vont décrire particulièrement être touchés par le stress, parfois du manque de reconnaissance dans leur travail. Et globalement, en fait, on a un groupe qui va avoir, au fur et à mesure du temps, à se disloquer parce qu'on a des gens qui vont être cadres, qui vont en fait avoir des situations d'emploi avec certes des points communs, qui vont certes être, par exemple, passés par des écoles assez similaires. Par exemple, je vous ai dit que dans les années 30, au début, les cadres, c'était des ingénieurs. En fait, au fur et à mesure, les cadres, ça devient des diplômés plutôt d'écoles de commerce ou de certaines formations. Ce ne sont plus du tout les mêmes cadres qu'au milieu des années 1930. Et on a un groupe qui devient de plus en plus hétérogène, avec surtout fondamentalement des gens qui... Moi, c'est un truc qui me frappe dans mes entretiens. Tout le monde me dit « je suis cadre ». Les gens qui discutent, en fait, ils ont très rarement une activité d'encadrement, quoi. Ce sont des gens... on les met cadres pour certaines raisons. Je vais venir sur ça après. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais souvent, en fait, il n'encadre vraiment personne. Là, donc, la présentation que je fais, elle est très franco-française, entre guillemets, parce que le statut de cadre, il a aussi quelque chose de... En fait, il y a des équivalents à l'étranger, mais c'est quelque chose de très franco-français en tant que tel. Pour autant, ce serait une erreur d'analyser le statut de cadre comme un peu reclus dans les frontières nationales, quoi. C'est important de revenir sur ce que je disais en introduction, sur la division internationale du travail, puisqu'en fait, le développement, l'émergence et le poids des activités d'encadrement en France, en fait, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les grandes capitales, dans des grandes villes dans le monde, que ce soit New York, Londres, etc. Mais de l'autre côté, donc, on va avoir une spécialisation de certains territoires. De l'autre côté, on va avoir des territoires qui vont se spécialiser ou se retrouver spécialisés dans l'extraction de ressources, dans des fonctions productives, de conditionnement de la production. En fait, qui sont des pays, quand on va parler aujourd'hui de Sud global, en fait, on va avoir une partition du globe où, en fait, le fait qu'on se retrouve avec beaucoup, entre guillemets, de cadres en France, ça s'explique par la tertiarisation de l'économie qui est elle-même liée
à des dynamiques qui sont mondiales. Voilà, donc bon, j'avais mis une carte très rapidement. Globalement, là où il y a des gros points rouges, on peut imaginer qu'on va avoir... C'est une carte, je pense, d'un manuel de terminale que j'ai trouvé sur Internet. Je ne suis pas sûre qu'elle soit super intéressante, mais globalement, en fait, là où il va y avoir des cadres, ça va être Paris, Londres, etc., les gros points rouges. Et en fait, il y a ces gros points rouges parce que de l'autre côté, il y a des pays, des endroits entiers du globe qui se spécialisent, en fait, qui sont sur une économie qui est beaucoup moins tertiarisée, où l'industrie, notamment l'emploi ouvrier, va se trouver déplacée. Voilà. Donc pour avancer un petit peu, donc on a des inégalités, donc sur cette base, sur cette division internationale du travail, on a des inégalités en termes d'échange, de dynamique commerciale, et ça nous invite aussi à spatialiser l'analyse. Je l'ai historicisé avec les travaux de Boltanski, ça nous invite aussi à la spatialiser pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a une concentration de certains emplois et statuts dans des pays comme la France, et surtout typiquement dans des villes comme Paris, Marseille, etc., puisque l'emploi de cadre n'est pas non plus également répartis sur tout le territoire. Alors, hop, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, je n'ai pas repris de données précises, mais quand on parle de la syndicalisation en France, pour aussi finir le panorama en fait, de la situation des cadres, on parle souvent en fait, de déclin du syndicalisme. Alors, il est vrai que malheureusement, il y a de moins en moins de personnes qui sont syndiquées. Et en fait, quand on regarde sur les variations, il y a quand même une courbe de syndicalisation qui augmente, c'est celle des cadres. Donc, ce sont plutôt des balbutiements. Mais c'est un côté, si on s'intéresse à la question du syndicalisme, où il se passe des choses. Bon, déjà, je pense l'élément peut-être qu'on a le plus en tête, c'est le moment où Sophie Binet prend la tête de la CGT en 2023 suite au congrès. Sophie Binet, elle était membre de l'UGICT, donc c'est la branche de la CGT qui rassemble les cadres et les techniciens. Et globalement, si on regarde, par exemple, dans la presse, si vous tapez, je sais pas, syndicat, cabinet de conseil, mobilisation syndicale, etc., vous allez trouver des résultats. On peut imaginer qu'il y a 10 ans, il y avait peut-être moins de choses dans la presse sur les actions mises en place par le salariat très qualifié ou plus largement les cadres. Ce qui est intéressant, c'est que donc, je vous ai montré avec le détour par Boltanski, enfin j'espère vous avoir montré que en fait, les cadres, c'est une catégorie qu'on va un peu extraire, à qui va avoir des spécificités d'emploi, etc., qu'on va extraire du reste du salariat. Et donc je vous ai dit au début aussi, du début de la formation de la catégorie, qu'on était sur un syndicalisme catégoriel. Le syndicalisme catégoriel, par définition, il va être bien moins offensif dans son répertoire d'action, dans ses discours, que, par exemple, des revendications qu'on pourrait avoir à la CGT, à Sud, qui vont proposer des choses pour l'ensemble des salariés. En fait, depuis quelques, j'ai envie de dire, années, mois, je trouve qu'il y a eu une sorte d'intensification de tout ça au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, où les gens disaient, tiens, il y a beaucoup la CFDT dans la rue, etc. En fait, on voit de plus en plus des choses autour de ces syndicats de cadres. Et en fait, ces gens qui étaient, par exemple, à la CFE, CGC, ou dans un syndicalisme très catégoriel, vont de plus en plus vers un syndicalisme qui n'est plus catégoriel, qui assume une conflictualisation de plus en plus forte. Ce qui est intéressant, puisque pour le coup, du coup, on est sur une catégorie de la population qui va un peu peut-être à l'encontre du reste de la population. Non pas que le reste de la population va dans du syndicalisme catégoriel, mais on a des gens qui se syndiquent un peu de plus en plus et qui vont vers un syndicalisme de plus en plus offensif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a par exemple des sociologues qui nous expliquent que en fait, c'est un engagement qui est assez incongru du fait de toutes les caractéristiques que je vous ai présentées en amont. Et donc, alors, un cas que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui de l'intersyndicale EY et associés. Donc l'intersyndicale, elle regroupe la CGT, FO et la CFTC. Elle a été créée en 2022. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais donc vraiment je vous invite à regarder les campagnes qu'ils font, même sur LinkedIn, ils publient des choses, c'est super. Ils mettent en place des baromètres autour des conditions de travail chez EY, qui est un cabinet de conseil qui a subi un certain nombre de polémiques concernant les conditions de travail en fait, des consultants ces dernières années.
Ils parviennent à augmenter la mobilisation aux élections professionnelles en proposant finalement une ligne plus offensive, radicale, que ce qu'on a dans un syndicalisme catégoriel. Et ils produisent des données très intéressantes en fait, sur les conditions de travail des gens chez EY. Par exemple, dans une étude, ils expliquent que 77% des gens qu'ils ont interrogés chez EY perçoivent un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ils vont développer des revendications comme l'indexation des plus hauts salaires de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce que défend la France insoumise sur les questions de travail, d'échelle des salaires, on est sur des revendications qui sont en fait assez proches. Ils vont aussi se mobiliser sur la question du respect du droit à la déconnexion, qui est un premier élément, on le sait, pour rééquilibrer un peu ce déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde en fait dans le détail ce qu'ils demandent, c'est qu'en fait ces gens à EY, ils ont une convention collective qui est particulièrement défavorable. Par exemple, à EY, donc une de leurs mobilisations récentes, c'est qu'en fait, il y a un seuil de 48 heures normalement par semaine quand on est cadre. Il y a une convention donc à EY qui fait qu'eux, ils peuvent travailler 58 heures par semaine. En plus, il y a des dépassements, etc. Donc voilà. Et ce qui fait qu'à la fois, on a des revendications qui sont à la fois très intéressantes sur ce que ça dit de l'emploi qualifié. Pas forcément une avant-garde, le mot est peut-être un peu fort, mais des choses voilà, qui sont très éclairantes si on veut penser une transformation en rupture du monde du travail. Et en même temps, de l'autre côté, ils se battent pour pouvoir travailler moins de 58 heures par semaine, quoi. Donc il y a ça qui est un peu un crève-corps quand on regarde. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à rendre leur lutte visible, à agréger autour d'eux, à produire des données. Et je trouve que ça illustre vraiment des tensions propres à ce que c'est qu'être un cadre aujourd'hui. Plus rapidement, chez Amazon, depuis quelques semaines, il y a une mobilisation donc, qui est menée par des personnes qui sont cadres chez Amazon, pas des personnes côté entrepôt logistique, qui se battent pour pouvoir garder un droit au télétravail. En fait, ces gens-là, quand ils se battent pour pouvoir continuer le télétravail, en fait, ils se battent aussi pour ne pas être licenciés, puisqu'on sait que ces dernières années, les entreprises, elles ont eu tendance en fait à, pour faire des économies sur le bâti, encourager le flex office, permettre du télétravail quasiment complet, etc. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent en fait faire revenir, on a ça en France, aux États-Unis, partout. En fait, ils veulent faire revenir ces gens à qui on a dit vous pouvez partir, ne jamais venir sur votre lieu de travail. Aujourd'hui, on leur dit, alors qu'ils ont un appartement à 2 heures de leur lieu de travail, va falloir revenir sur votre lieu de travail. C'est absolument pas discuter, négocier avec les syndicats. Et par ailleurs, des gens qui se sont dit je vais partir à 1h30 dans une ville moins chère où j'ai plus envie de faire ma vie. En fait, à part quitter leur emploi, ils n'ont pas trop d'autres solutions, sauf s'ils sont à même à redéménager totalement. Mais on peut comprendre qu'ils n'en aient pas envie. Donc voilà, on a des gens vraiment qui... ce que ça apporte en plus, ce cas sur Amazon, en fait, qui vont remettre en cause la manière dont les décisions sont prises dans les entreprises, notamment le fait que les syndicats ne sont en fait que très rarement associés. Quand ils sont associés, souvent, ça va être la CFE-CGC et la CFDT qui vont un peu voter les accords les moins favorables aux salariés, ou en tout cas assez peu favorables, et qui vont donc vraiment avoir des revendications sur leurs conditions de travail. Donc on est sur des choses aussi, je trouve, si on s'intéresse à l'actualité syndicale, etc., qui font qu'il y a des trucs hyper intéressants qui se passent avec des luttes sur des sujets qui sont extrêmement fondamentaux. Je ne vais pas les commenter, mais bon, j'avais mis un peu quelles étaient les principales propositions de cette intersyndicale EY et associés. Donc vous voyez, la première, c'est la hausse immédiate de 10% des salaires de l'ensemble des salariés, réindexer les salaires, il y a des questions de hausse des budgets, etc. Et voilà, ce que je trouve super, c'est l'indexation de l'évolution des 20 plus hautes rémunérations sur l'évolution moyenne des salaires de l'entreprise. Donc voilà, on limite les salaires les plus élevés. Pour en revenir maintenant précisément, donc pour finir cette formation sur la question de la prolétarisation, donc je me suis appuyée pour cette partie vraiment sur l'ouvrage d'Antoine Vatan que je vous ai montré tout à l'heure, donc Situation de la classe laborieuse en France. Donc dans ce livre, l'auteur il va défendre l'idée selon laquelle le prolétariat est aujourd'hui plus large que jamais, contrairement à globalement ce qu'on va nous faire croire dans les médias quand on entend l'idée que par exemple il y aurait une classe moyenne très très forte, etc. En fait, il explique que tout ça participe avant tout à monter les travailleurs et les travailleuses entre eux pour asseoir et maintenir sa domination qui est de plus en plus contestée. Je le cite, lui il explique que, je cite, donc, c'est dans nos rapports de production que nous sommes de plus en plus objectivement liés.
Donc là, j'espère qu'avec le détour historique et les quelques cas de mobilisation que je vous ai montrés, vous voyez les liens qu'on peut faire entre certaines catégories des travailleurs et l'assiette plus large, peut-être, du salariat. Donc Antoine Vatan, il repart sur une définition du prolétariat qui consiste à dire que les prolétaires, ce sont ceux qui ne possèdent ni les moyens de production, ni les fruits de la production, dans un cadre global où la valeur est produite par le travail. Et de ça en résulte le fait que donc, est exploitée toute personne qui gagne moins que ce qu'elle produit. Donc ça, il faut faire le lien avec les données aussi que je vous ai montrées de l'INSEE en début de formation. Voilà, donc je vais avancer, je vais un peu accélérer. Voilà. Donc si on se pose vraiment la question maintenant de pourquoi est-ce qu'on peut parler de prolétarisation, donc je vous ai un peu montré là tous les discours sur un peu les avantages, en quoi le statut de cadre pouvait être vu comme une sorte d'idéal à atteindre et était construit comme un idéal à atteindre, et en même temps les logiques politiques plus sous-jacentes qui ont émergé dans les années 30. Si on regarde du côté des cadres, donc en fait ce sont des gens qui vont avoir une grande flexibilité dans leur temps de travail. Notamment, donc je l'ai dit, pour les personnes qui sont à EY, en fait, ce sont des gens qui ne vont pas forcément être aux 35 heures, notamment parce qu'en fait, ils sont au forfait jour. On pourra peut-être en discuter, mais globalement, le forfait jour, en fait, on compte votre temps travaillé en nombre de jours, peu importe que, par exemple, vous travaillez 3 heures ou 12 heures. Bon, je pense que personne ne travaille 3 heures par jour par ailleurs. Mais donc, on va plutôt mettre ça sur une base de jours que de temps de travail. Ce qui fait que, notamment sur la question de la rémunération des heures supplémentaires, ça devient un peu compliqué sur cette base. Et donc, ce que je vous ai montré aussi, c'est que sur les questions aussi de disponibilité en dehors du lieu même de travail, par exemple le week-end, le soir, c'est une population, les études les montrent en fait comme particulièrement disponible. Si on regarde les études conditions d'emploi de la DARES de 2019, les cadres, à l'instar d'autres salariés, en fait, sont des gens qui souvent vont, par exemple, finir leur journée de travail à 18h30 et en fait, ils vont reprendre leur journée de travail à 20h30. Moi, par exemple, c'est des gens dans les entretiens qui m'expliquent qu'ils rentrent chez eux, ils font à manger à leur enfant, ils couchent leur enfant et après, ils refont quelques mails pour préparer la journée du lendemain. Donc, ce sont des gens qui montrent une grande flexibilité, le mot ne va pas du tout, c'est une grande disponibilité en termes d'amplitude horaire. Ce sont des gens qui, à certains moments de leur carrière, vont aussi montrer une forme d'engagement plus fort. En fait, vu que le statut est associé à un certain prestige, il y a des études encore très contemporaines. J'ai trouvé une étude de 2019 qui montre qu'en fait, 67% des gens qui ne sont pas cadres, qui pourraient l'être, aimeraient devenir cadres. Donc en fait, il y a tout le statut, malgré là ce qu'on est en train de voir, je vois des têtes hochées aussi parfois quand je parle, malgré ce que les études montrent, etc., ça reste un statut qui reste assez désiré. Et qui va parfois donc tendre de manière voulue en fait ou un peu contrainte, tendre à un engagement plus fort dans l'entreprise dès lors qu'on obtient ce statut. Et en fait, l'employeur a un intérêt dans ça, c'est que ça va lui permettre d'obtenir un investissement en fait plus durable d'un salarié à assez peu de frais. Pour l'employeur, c'est plus avantageux aussi d'un point de vue coûts salariaux. Puisque parfois, pour lui en tout cas, tout ce qui est cotisation pour les retraites, ça peut être plus intéressant pour lui qu'avec un autre contrat. C'est aussi le contrat de cadre, on va avoir une période d'essai qui va être 2 fois plus longue, ça peut aller jusqu'à 8 mois, c'est 4 mois renouvelables 2 fois que pour les autres emplois. Donc bon courage en fait pour des gens qui se retrouvent dans une situation d'incertitude dans leur vie pendant 8 mois, c'est assez long. Donc il y a tout un tas d'avantages en fait pour l'employeur. Il y a aussi un enjeu qui a relativisé, qui est celui de la délégation des responsabilités. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ce qui me surprend dans mes entretiens de thèse, c'est que j'ai des cadres qui n'encadrent pas, en fait. Mais c'est aussi possible, en fait, de déléguer les responsabilités à cette personne qui a une position complexe dans le processus de production, puisque, en fait, elle est en position tampon, officiellement, entre la direction de l'entreprise et les salariés. Ce qui fait que dans des situations, notamment de conflits, de tensions en entreprise, cette population peut se retrouver dans une situation parfois assez inconfortable. Si on en vient à une analyse un peu plus marxiste, en fait, le statut de cadre, il induit une position de classe complexe. Donc là, on repart de Eric Olin Wright, c'est pareil, je n'invente rien. En fait, ces cadres, ils sont à la fois des agents, entre guillemets, du capital, avec cette position tampon, tout l'aspect idéologique aussi autour
du statut, mais sont aussi des salariés. Ce ne sont pas des gens qui sont à la tête de l'entreprise, quoi. Leur position de classe, elle est ambivalente, elle est tiraillée. Il y a pas mal de travaux en sociologie qui illustrent en fait ce tiraillement que les gens aussi peuvent éprouver de manière très concrète dans leur travail. Ils vendent leur force de travail, ils ne peuvent pas faire autrement. A priori, ce ne sont pas des rentiers, enfin, ce sont des gens qui sont obligés d'être salariés. Mais ils ont théoriquement une fonction en fait, d'encadrement, de contrôle du processus de travail. Et donc, par là même, ils sont les relais des grandes orientations qui sont celles des employeurs, des actionnaires. De manière indirecte, quoi. Souvent, ce n'est pas dit comme ça. Mais voilà, ils sont dans une position inconfortable. Ce qui est intéressant, si on repart des conditions de travail aussi, de ce que je vous ai montré sur les mobilisations, c'est qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, malgré tous les discours en fait, qui ont été construits politiquement au cours du XXe siècle, faisant en fait, des cadres une catégorie à part, quand on voit les motifs de mobilisation aujourd'hui, quand on a des gens qui se battent pour travailler moins de 58 heures par semaine, on voit quand même de quel côté, entre guillemets, de la barricade ils sont, si je peux résumer ainsi, et ils font partie en fait, de cette assiette des salariés, des travailleurs. Et donc, c'est Eric Olin Wright, en fait, qui a un peu réfléchi en termes de classe, quoi, parce que c'est pas non plus évident si on regarde les catégories marxistes, ils sont quand même dans un entre-deux. Et donc, lui, ce qu'il nous explique, c'est que ces cadres, ils participent à l'organisation de l'exploitation tout en étant eux-mêmes exploités. C'est ce sociologue, c'est ce qu'il va appeler une position de classe contradictoire, en partant du principe que les classes, elles se définissent de manière relationnelle les unes par rapport aux autres, et qu'elle est occupée par un individu dans le cadre de rapports sociaux qui sont donnés. Donc lui, ce qu'il nous explique, c'est qu'en mode capitaliste, ce mode de production, il se caractérise par l'exploitation. Dedans, on va avoir deux positions de classe dominantes, celle des exploiteurs et celle des exploités, mais il y a des situations un peu en fait, inconfortables entre deux. Et donc, ce que Eric Olin Wright propose, c'est en fait d'estimer qu'il y a différents niveaux en fait, de cadres, entre guillemets. En fait, il propose un peu des pôles et il va faire une matrice en positionnant différemment en fait, cette catégorie selon leur proximité ou non avec la propriété des moyens de production, leur proximité ou non avec en fait, l'autorité, la direction de l'entreprise et aussi leur degré de qualification. Donc, ce qu'il propose pour un peu positionner de manière marxiste cette catégorie complexe, c'est de dire que plus on monte dans la hiérarchie de l'entreprise, plus le poids des intérêts capitalistes l'emporte sur l'intérêt du salariat. Et donc, entre donc, ces deux pôles-là, on va naviguer entre une position plus ou moins contradictoire. Est-ce qu'on est plus ou moins du côté, entre guillemets, des salariés avec les salariés et à partager énormément avec eux, ou est-ce qu'on est un peu bloqué plutôt du côté de l'employeur? Donc voilà, bon, ça très rapidement, donc c'est l'espèce de typologie qu'il a élaborée. J'ai repris ça dans un article d'Hugo Paletta. Voilà, vous pouvez un peu regarder après. Je ne sais pas si vous voulez positionner des gens dessus, etc. C'est possible de le faire. Voilà, donc ça ce sont les 3 critères d'analyse. Et alors pour poursuivre donc, cette analyse, que le statut de cadre, il vient en quelque sorte aussi individualiser la relation salariale. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un statut qui a été entre guillemets créé de toutes pièces au départ pour dissocier une partie de la population des salariés d'une autre partie, en mettant en avant des choses comme l'autonomie, certaines compétences techniques, etc. Donc, ça participe à fractionner le salariat. Sauf qu'en fait, toutes les promesses d'autonomie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, elles sont assez illusoires. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai interrogé dans ma thèse qui me disait « Mais en fait, on me dit que je suis autonome. Quand je remplis mes feuilles de temps en fin de semaine, dans ma tête, je devrais travailler peut-être 40 heures par semaine parfois et 70 heures un autre coup. Et en fait, je me rends compte que je travaille tout le temps 60 heures par semaine, quoi. Et en fait, en termes de rythme de travail, il n'y a pas vraiment d'autonomie dans le travail, notamment parce qu'on est sur un travail qui s'est extrêmement intensifié, notamment du fait de l'utilisation d'outils de gestion, de choses qui vont largement encadrer l'activité productive. C'est ce qu'analyse notamment donc, Harry Braverman, dont je vous ai parlé en début du topo, donc dans son ouvrage « Travail et capitalisme monopoliste », qui montre que finalement, au fur et à mesure du temps, donc ce qu'on va
considérés comme en fait les salariés en col blanc dans la littérature américaine, qui est une catégorie qui est souvent utilisée. En fait, ils se rapprochent de ce qu'on appelle les salariés en col bleu, donc qui sont les personnes qui travaillent dans le monde ouvrier industriel, et que ça a notamment à voir, donc de manière contemporaine, avec le management par les outils qui va standardiser certains pans du travail, qui va participer aussi de son intensification. Dès lors qu'on a un travail qui est très intense, en fait, ça laisse moins de latitude pour le pratiquer comme on veut. Et donc, on a une perte en fait, d'autonomie qui est souvent liée à l'intérêt, entre guillemets, du statut de cadre. Si vous tapez sur Internet « intérêt statut de cadre », vous allez avoir plein de trucs sur l'autonomie du statut. Dans les faits, quand on regarde vraiment les conditions de travail des gens, on voit que ce sont des choses qui n'existent pas vraiment aujourd'hui. Leur participation au pouvoir de décision, en fait, elle est très minime. Et en fait, ils sont de plus en plus soumis aux mêmes logiques d'exploitation que les autres salariés qui ne sont pas cadres, avec du reporting très très fort, un travail en surcharge et parfois même l'instabilité de l'emploi finalement. Typiquement, les périodes d'essai qui peuvent durer jusqu'à 8 mois, ça participe des choses qui font que l'emploi, même si après on a un CDI, etc., ça précarise en fait les gens même dans leur vie en fait quotidienne. Et tout cela, pour recouper avec ce que je disais en début d'analyse sur la financiarisation de l'économie, en fait, le fait d'utiliser de plus en plus de choses pour encadrer l'activité productive, rationaliser de plus en plus le travail, etc., c'est lié au fait qu'il y a besoin pour les capitalistes, que ce soit de manière un peu différente, mais celles et ceux qui possèdent les entreprises ou les actionnaires, c'est lié à la nécessité en fait, d'extorquer toujours plus de valeur. Et donc, en fait, de ce cadre très global qui est celui de la financiarisation, en fait, on voit, ça permet d'éclairer en fait cette idée de prolétarisation contemporaine des cadres. Alors, si on revient à Antoine Vatan pour finir, lui, il montre que, en fait, il estime que le statut de cadre, c'est un rouage dans la reproduction des rapports de classe, avec une hiérarchie en fait au sein des salariés, et il explique que tout cela empêche en fait l'unité des travailleurs en morcelant les gens, en augmentant la compétition entre les travailleurs, parce qu'on l'a vu, et ça se voit dans des études, en fait, c'est un statut qui reste espéré par les gens. Donc, en fait, pour tout un tas de raisons, on a envie de devenir cadre. Et ça participe aussi de l'idée d'une mobilité sociale ascendante possible au sein de l'entreprise. Si on est cadre, on est un peu mieux que salarié, on a un peu progressé dans la hiérarchie. Donc, ça augmente la compétition entre les travailleurs. Et c'est quelque chose aussi qui permet donc au mode de production capitaliste de garder une forme de stabilité. Et c'est pour ça aussi que les mobilisations à EY, à Amazon, etc., menées par des cadres sont intéressantes parce qu'elles remettent en cause ce truc qui fait que on a tout un mode de production qui tient. Ça le fait au niveau d'une entreprise, mais c'est quelque chose qui est intéressant à étudier. Donc voilà, pour finir, donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, du côté des cadres, on a une perte de l'autonomie réelle, si tant est qu'elle ait vraiment existé. Alors bien sûr, un cadre va être moins encadré, sera plus autonome que par exemple quelqu'un qui travaille sur une chaîne de montage, mais c'est quelque chose qui diminue au fur et à mesure du temps en lien avec cette intensification du travail. Il est de plus en plus soumis à des outils de gestion et à des contraintes de reporting qui vont déplacer aussi parfois la qualité du travail. Moi, j'ai des gens dans mes entretiens de thèse, ça revient plusieurs fois, qui m'expliquent que, en fait, entre guillemets, avant, la qualité de leur travail était évaluée sur ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'en gros, les rapports qu'ils écrivaient étaient bien ou non. Aujourd'hui, on va estimer que ce sont des bons travailleurs s'ils vont remplir leur feuille de temps dans les temps et s'ils les remplissent sans trop faire d'histoire et conformément à ce que l'organisation attend de lui, quoi. Donc en fait, on bascule la qualité entre guillemets du travail et la perception d'un bon travail de sa pratique à une forme de représentation qui n'a plus rien à voir avec la manière dont il est en acte. Et donc il y a ce sujet central de l'intensification du travail qu'on a vu être assez mis en avant ces dernières années avec toute la problématique par exemple du burn-out, c'est-à-dire qu'en fait dans la prolétarisation de tous ces emplois, il y a aussi des risques psychosociaux, bien sûr, qui sont associés, et notamment donc, tous les discours et toutes les études autour du burn-out, on a aussi autour du bore-out. C'est une manière de montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pan-là de l'organisation contemporaine du travail.
Et ce sont des choses qui sont largement invisibilisées finalement, en fait, dont on parle assez peu. C'est-à-dire que par exemple, les personnes qui sont à la CGT, à EY Associés, font un travail énorme de médiatisation. Parfois, on peut se dire aussi que ce sont peut-être des gens qui ont plus facilement accès à certains relais que des personnes qui sont plus dominées dans leur situation d'emploi. Mais il y a tout un travail à faire, puisque si vous regardez du côté de la presse professionnelle, finalement, on va très peu parler. On va parler de mal-être au travail, on va parler de sens au travail, mais on va très peu parler, par exemple, de la répartition du capital en entreprise, de plafonner les rémunérations des plus hauts dirigeants ou du fait que travailler 58 heures par semaine à EY, c'est peut-être beaucoup trop. Donc on est sur un sujet qui reste quand même relativement invisibilisé, et ce qui le rend essentiel pour nous en tant que militants politiques, puisqu'il nous permet à la fois de voir des points communs entre les salariés. Quand on réfléchit en tant que militant politique, du coup, d'élargir un peu, en fait, de faire des ponts entre les différentes catégories des travailleurs. On voit du côté de l'activité syndicale qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont de plus en plus médiatisées, qui participent à conflictualiser des lieux du travail qui sont historiquement très déconflictualisés. Et donc, voilà, ça nous donne beaucoup matière à penser, à agir aussi pour les personnes qui sont dans ces secteurs-là. Voilà, j'ai quasiment fait 1 heure, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être juste pour finir sur ça, donc la revue Options que j'ai vue récemment. Typiquement, je vous parlais du forfait jour, et il y a un article à la fin. En fait, je l'ai lu ce matin, donc je me permets d'en parler, qui explique qu'en fait, les cadres chez Renault voient leur forfait jour détricoté. Et en fait, donc, on peut se dire que le forfait jour, en gros, on va travailler 218 jours par an. En fait, ils sont en train, dans une usine dans les Yvelines, une usine Renault, de se faire ajouter des jours de travail sur leur forfait jour. Donc, en gros, on compte pas, en fait, leur temps de travail n'est pas compté, donc on a des charges de travail qui sont énormes. Et en fait, les employeurs arrivent aussi à jouer sur le nombre de travail annuel qui est joué. Donc, en fait, typiquement, quand on nous dit c'est super, j'en sais rien, j'ai un forfait jour, en fait, les employeurs, c'est ce qu'on voit là avec cette mobilisation donc, qui est notamment menée par la CGT à Renault, en fait, arrivent également à rogner sur les forfaits jours des salariés pour toujours réussir à récupérer en fait, des jours productifs en plus aux travailleurs. Enfin, j'ai vu ça juste ce matin, donc je voulais en parler, j'ai trouvé ça intéressant.